Une jeune fille court désespérément, essayant de rattraper sa grande sœur. La fillette trébuche et son aînée revient vers elle en disant « Mon Dieu, tu es vraiment maladroite ». Notre héroïne, Carolina Sanchez, se réveille brusquement, haletante après ce cauchemar. La famille Sanchez est la seule maison ducale du royaume de Celestia, et son nom a marqué l'histoire du royaume à travers les siècles. À une époque, elle donna naissance au plus puissant chevalier du pays, à une autre, au premier ministre qui soutint la nation. Quelle que soit l'ère, la maison ducale Sanchez a toujours été le symbole de l'espoir du royaume. C'est dans cette illustre famille que naquirent deux filles. Contrairement à sa brillante sœur, Flora, Carolina était tout à fait ordinaire et ne possédait aucun talent particulier, ce qui était considéré comme une honte pour le nom des Sanchez. Malgré tous les efforts et les sacrifices des chevaliers chargés de son entraînement, Carolina ne parvenait jamais à atteindre le niveau de Flora. En tant que seconde fille du duc, elle n'avait qu'un seul souhait, posséder au moins un talent dont elle pourrait être fière. La salle de réception était animée et remplie d'invités. Les convives ne pouvaient s'empêcher de remarquer à quel point Flora était magnifique ce jour-là. Carolina, elle, se tenait seule dans un coin, le regard sombre, une fois de plus envahie par un profond sentiment d'infériorité. Soudain, elle aperçut une jeune femme blonde blessée. Son compagnon expliquait qu'elle était tombée en dansant. La mère de la jeune femme s'inquiétait de la vilaine ecchymose qui marquait son visage. Un homme demanda immédiatement qu'on fasse venir un médecin. Mais Flora intervint avec calme. Elle déclara que ce ne serait pas nécessaire et demanda à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Puis, après avoir récité une simple prière, une douce lumière enveloppa la blessée et l'ecchymose disparut complètement. La mère et sa fille laissèrent éclater leur joie et leur soulagement. Tous les témoins, impressionnés par la magie sacrée de Flora, étaient désormais convaincus qu'elle remporterait sans difficulté les prochaines épreuves destinées à désigner la sainte. Le titre de sainte est une distinction propre au royaume de Celestia, accordée uniquement aux femmes possédant une magie sacrée d'une puissance exceptionnelle. Comme tout le monde, Carolina était convaincue que la prochaine sainte serait sans aucun doute Flora. Une jeune fille couvrit Flora de compliments tout en rabaissant Carolina. Avec son sourire habituel, Flora lui demanda toutefois de ne pas trop se moquer de sa petite sœur. Selon elle, Carolina était quelqu'un de très sensible. Les deux jeunes filles se sentirent aussitôt coupables, mais Flora les rassura. Elle leur dit qu'il leur suffirait de présenter leurs excuses à Carolina. Les deux inconnus s'inclinèrent alors et dirent « Nous sommes désolés pour notre impolitesse. Veuillez nous pardonner. » Flora s'excusa également, affirmant qu'elle souhaitait simplement que Carolina leur pardonne. Le visage empreint de tristesse, Carolina accepta leurs excuses. Flora afficha alors un sourire satisfait, heureuse que tout le monde se soit réconcilié. Mais, profitant de l'instant, elle se pencha discrètement vers Carolina et lui murmura à l'oreille « Entendre la vérité fait mal, n'est-ce pas ?» Elle poursuivit en lui soufflant que Carolina était la seule honte de la prestigieuse famille Sanchez, avant d'éclater de rire comme si de rien n'était et de la remercier d'accepter si docilement son rôle de figurante. Une fois de plus, cette scène ne fit qu'accroître la popularité de Flora auprès de tous. Sur le chemin du retour, à bord de la calèche, Flora reprit Carolina avec sévérité et lui demanda pourquoi elle affichait un visage aussi sombre. D'une voix timide, Carolina répondit « Rien de particulier ». Flora continua alors à la réprimander. Elle déclara que, si leur père n'avait pas été retenu par des affaires importantes, elle n'aurait jamais accepté de partager la même calèche qu'elle. Mais, comme il n'y en avait qu'une seule de disponible, elle n'avait eu d'autre choix que de laisser Carolina monter avec elle. Elle ajouta qu'une personne aussi honteuse qu'elle devrait déjà s'estimer heureuse d'avoir le privilège de voyager dans le même véhicule que la future sainte. Le silence s'installa. Agacée, Flora finit par lui lancer qu'elle devrait au moins dire quelque chose. Elle lui demanda ensuite si les personnes aussi indignes qu'elle ne connaissaient même pas les règles élémentaires de politesse envers leurs supérieurs. Puis elle poursuivit en affirmant que Carolina n'était même pas semblable au reste de leur famille. Ses cheveux n'avaient ni la couleur de ceux de Flora, ni celle de leur père. Pas même la magnifique chevelure noire de Jay de leur mère. Les cheveux de Carolina étaient pâle gris, comme s'ils étaient recouverts de poussière. Pour accentuer cette comparaison, Flora souffla légèrement sur les cheveux de Carolina, comme si elle en chassait réellement la poussière. Flora était l'exemple parfait d'une personne incapable de faire preuve d'humanité. Elle désigna ensuite les yeux rouges écarlates de Carolina
en affirmant qu'ils ne ressemblaient ni aux yeux rose pâle de leur mère, ni aux yeux verts de leur père. Elle en venait presque à se demander si Carolina était réellement sa petite sœur. Certaines personnes prétendaient que Carolina était le portrait craché de la défunte duchesse, mais Flora était convaincue qu'il ne s'agissait que d'une remarque sarcastique. Après tout, comment une personne aussi honteuse qu'elle pourrait-elle ressembler à leur magnifique mère? Chaque parole de Flora transperçait le cœur de Carolina comme une lame. Au fond d'elle-même, elle la suppliait d'arrêter, de ne plus prononcer un seul mot. Elle lui demanda si elle lui avait fait du tort d'une quelconque manière et ajouta qu'elle était prête à s'excuser. Mais Flora referma brusquement son éventail avant de prononcer les mots que Carolina redoutait le plus. Carolina n'avait jamais eu la chance de rencontrer leur défunte mère, la duchesse Karen Sanchez, car celle-ci était morte de maladie peu après lui avoir donné naissance. Il ne faisait aucun doute que cet accouchement avait provoqué le déclin de sa santé. Si Carolina n'était jamais venue au monde, leur mère serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Flora poursuivit en décrivant leur mère comme une femme merveilleuse, douce et compatissante, presque comparable à une sainte. C'est précisément pour cette raison qu'elle ne pardonnerait jamais à Carolina de l'avoir privée de sa mère. Elle refusait catégoriquement d'accepter que Carolina puisse lui ressembler, ne serait-ce qu'un peu. Du plus profond de son être, elle rejetait totalement son existence. Après être descendue de la calèche, le majordome informa Carolina que son père l'attendait dans le salon de réception. Lorsqu'elle entra, elle s'inclina respectueusement devant Sa Majesté, le roi Nathan, qui se trouvait assis aux côtés de son père. Le roi lui fit toutefois signe de ne pas se formaliser. Il était venu pour une affaire privée. Après les salutations d'usage, Nathan lui demanda si elle avait actuellement un amoureux ou un quelconque prétendant. Son père lui demanda de laisser de côté les banalités et d'aller droit au but. Mais Nathan répondit que cette question n'avait rien d'une simple conversation sans importance. Il se leva alors et expliqua la véritable raison de sa venue. Le délai pour officialiser leur grande alliance approchait rapidement. Malheureusement, l'un de leurs nobles avait récemment insulté une duchesse de l'Empire de Malcosia. Or, cette duchesse n'était autre que la sœur cadette de l'empereur régnant. Il était donc évident que l'Empire n'allait pas laisser passer un tel affront. Dans des circonstances normales, Nathan aurait dû faire l'objet d'une quelconque sanction. Cependant, un émissaire de l'Empire était arrivé quelques jours plus tôt avec une proposition. Le royaume devait offrir une épouse au deuxième prince de l'Empire de Malcosia. Carolina savait parfaitement que ce deuxième prince n'était autre qu'Edward Ruby Martinez, le fondateur et commandant des Chevaliers de Pierreborn, un homme doté d'un talent exceptionnel aussi bien à l'épée qu'en magie. Il s'était illustré au cours d'innombrables batailles et son ordre était devenu célèbre dans le monde entier. Pourtant, il n'avait jamais été acclamé comme un héros. La raison était simple, sa cruauté. Il n'hésitait pas à abattre quiconque se dressait sur son chemin, même des femmes et des enfants. Aux yeux du peuple, il était un homme sans la moindre compassion, dépourvu de sang et de larmes. On le surnommait le prince assoiffé de sang. Nathan était profondément préoccupé, car il devait bientôt choisir une épouse pour ce prince, et celle-ci devait être une noble de la plus haute lignée de leur royaume. Sa propre fille était déjà promise à un autre homme, tandis qu'il était impossible d'envoyer Flora, puisqu'elle était destinée à devenir la prochaine sainte. Carolina accepta alors son destin. Beaucoup de personnes pouvaient prendre sa place, mais personne ne pouvait remplacer Flora. Nathan lui adressa donc une dernière requête. Pour le bien du royaume, il lui demanda d'épouser le deuxième prince de l'Empire de Malcosia. Carolina accepta sans la moindre hésitation. Après le départ du roi, son père s'approcha d'elle et lui demanda si elle éprouvait le moindre doute à l'idée d'épouser le prince Edward. Si tel était le cas, il ferait tout son possible pour convaincre le roi d'abandonner ce projet. Carolina répondit que le royaume risquait de sombrer si elle refusait. Mais son père l'interrompit aussitôt. Il le savait déjà. Pourtant, il refusait de rester les bras croisés en voyant sa propre fille être envoyée dans un autre pays comme une simple offrande sacrificielle. Après tout, elle était sa précieuse petite-fille. Carolina resta sans voix. Elle en vint presque à croire qu'elle n'avait jamais été aimée, qu'elle n'était qu'une honte indigne de recevoir la moindre affection. Son père secoua aussitôt la tête. « C'est absurde. Qui a bien pu te mettre une telle idée en tête ?» Puis il la serra tendrement dans ses bras. Carolina ne put retenir son émotion. Pourtant, elle avait accepté ce mariage sans la moindre réserve.
Si ce sacrifice pouvait servir le royaume de Célestia et être utile à leur famille, alors ce serait pour elle le plus grand des honneurs. Son père lui adressa un doux sourire. Selon lui, elle ressemblait énormément à sa mère. Surprise, Carolina releva les yeux tandis qu'il poursuivait. « Tu es exactement comme Karen, toujours aussi sévère envers toi-même, mais infiniment bienveillante envers les autres. Tu ne ménages jamais tes efforts. Tu es son portrait tout craché. » Carolina demanda à son père de lui parler encore de sa mère, et ils passèrent toute la nuit à évoquer ses souvenirs. Il lui raconta comment, à force de persévérance, Karen avait réussi à le battre une fois aux échecs. Il lui parla des délicieux encas qu'elle préparait en secret au beau milieu de la nuit, de son sérieux et de son incroyable sens du devoir. Et pourtant, de temps à autre, elle aimait lui jouer quelques mauvais tours et lui donner du fil à retordre. Elle adorait également partir cueillir des fleurs avec Flora. Et jusqu'au dernier instant de sa vie, elle n'avait jamais éprouvé la moindre rancune envers qui que ce soit. Comme s'il exhibait son trésor le plus précieux, il partageait chacun de ses souvenirs avec une infinie tendresse. À l'extérieur de la pièce, la servante Iris s'était arrêtée après avoir entendu leurs éclatants rires. Le sourire aux lèvres, elle alla ensuite raconter à Flora ce qu'elle avait entendu au sujet de Carolina. Quelques jours plus tard, Carolina accompagna son père sur la tombe de Karen. Son regard se posa sur le bouquet qu'il tenait dans ses mains. Les jacinthes bleues symbolisaient un amour éternel et immuable, tandis que les blanches représentaient un amour humble et sincère. Malgré les apparences, son père était étonnamment romantique. Ils s'agenouillèrent tous les deux devant la tombe. Il prit alors la parole. « Karen, cela fera bientôt 16 ans que tu as quitté ce monde. Et pourtant, je ne parviens toujours pas à m'habituer à vivre sans toi. Sans même m'en rendre compte, je me surprends encore à chercher les traces de ta présence. » Carolina le regarda avec étonnement avant de s'adresser à son tour à sa mère. « Cela fait longtemps, maman. Grâce à la force que tu m'as transmise en me donnant la vie, je vais très bien. Être en bonne santé est probablement ma seule qualité. Mais je vais bientôt me marier. Demain, je partirai pour l'Empire de Malcosia. Je pense que ce sera aujourd'hui ma dernière visite sur ta tombe. Alors, permets-moi de te poser une dernière question. Maman, es-tu heureuse de m'avoir donné naissance ?» Son père resta figé en entendant ces paroles, mais Carolina poursuivit. « Les nobles du royaume de Célestia me surnomment la honte de la famille Sanchez. Je ne possède ni intelligence exceptionnelle, ni le moindre talent. Et, pire encore, c'est à cause de moi que tu as perdu la vie, maman. » Les larmes aux yeux, elle demanda d'une voix tremblante. « As-tu déjà regretté de m'avoir mise au monde ? As-tu déjà souhaité ne jamais donner naissance à une fille aussi honteuse que moi ?» Son père l'interrompit aussitôt. « Cela suffit. » Carolina baissa la tête. « Je suis désolée. » Malgré tout, elle n'éprouvait aucun regret. Une douce brise se leva alors. En regardant la tombe de sa mère, Carolina lui promit qu'à partir de ce jour, elle ne fuirait plus jamais le destin qui l'attendait. Alors qu'elle préparait ses affaires ce soir-là, Flora fit irruption dans sa chambre en annonçant qu'elle avait appris la nouvelle. Carolina ignora les moqueries de sa sœur, qui affirmait qu'elle allait être offerte en mariage comme un simple sacrifice. Flora ajouta avec mépris que, peu importe où elle irait, personne, pas même ce prince assoiffé de sang, ne pourrait jamais aimer une fille aussi honteuse qu'elle. Étrangement, ces paroles apportèrent un certain soulagement à Carolina. Au moins, elle n'aurait plus jamais à revoir Flora. Le jour du départ arriva. Les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres, Carolina monta dans la voiture qui devait l'emmener et remercia son père pour tout ce qu'il avait fait pour elle, tandis que, depuis une fenêtre de l'étage, Flora les observait avec un regard sombre. Le duc serra tendrement sa fille dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi. » Sa voix se brisa, et les larmes commencèrent elles aussi à couler sur son visage. « Tu n'as pas besoin d'être exceptionnelle. Tu n'as pas besoin d'être la meilleure. Je veux seulement que tu vives une vie heureuse et en bonne santé. C'est tout ce que je souhaite. » Tout au long de la nuit, Carolina regarda une dernière fois son père s'éloigner peu à peu au loin. Finalement, les premières lueurs de l'aube apparurent à l'horizon. Le cocher l'informa alors qu'ils arriveraient bientôt à destination. Cet endroit était le point de rendez-vous où l'attendaient les chevaliers de Peerborn. Comme son voyage devait rester secret, le plan consistait à rejoindre l'ordre de chevalerie à son retour d'expédition, puis à entrer ensemble dans l'Empire.
Ainsi, personne ne trouverait leur présence suspecte. Étant donné que les chevaliers revenaient tout juste d'une campagne, une imposante armée les accompagnait. À partir de cet instant, Carolina poursuivrait son voyage vers l'Empire complètement seule, sans servante ni garde du corps pour l'accompagner. La perspective était intimidante. Prenant néanmoins son courage à deux mains, elle s'avança devant les chevaliers de Pirborn. C'est alors qu'un homme s'avança à son tour. Le commandant de l'ordre, le redouté prince assoiffé de sang Edward Ruby Martinez. Se tenant d'une manière imposante devant Carolina, Edward lui dit qu'elle n'était pas arrivée après l'heure convenue et qu'elle n'avait donc aucune raison de leur présenter ses excuses. Puisqu'ils allaient passer beaucoup de temps ensemble, il lui demanda de bien vouloir lui accorder sa compagnie tout en lui tendant la main. Carolina pensa que cette poignée de main n'avait probablement aucune signification particulière. Elle avait néanmoins l'impression qu'il la traitait comme son égale. Mais dès qu'il lui serra la main, elle poussa un petit cri de douleur. Sa poignée de main était particulièrement ferme. Edward s'excusa, expliquant qu'il ne connaissait pas sa propre force. Il lui annonça ensuite qu'elle voyagerait dans la même voiture que lui, et Carolina le remercia pour cette attention. Théodore Garcia les interrompit alors, leur demandant combien de temps il comptait encore se serrer la main. Il se présenta comme l'assistant d'Edward. Carolina avait déjà entendu parler de lui. Garcia était le deuxième fils d'un vicomte, ainsi que le vice-commandant de l'Ordre des Chevaliers. Il était réputé pour son intelligence exceptionnelle et son génie dans le domaine de la magie. Malgré son sourire aimable, Carolina avait l'impression qu'il était en train de la juger. Le trajet était beaucoup plus mouvementé, et Carolina commença à souffrir du mal des transports. Remarquant son état, Edward ouvrit les fenêtres afin que l'air frais puisse l'aider à se sentir mieux. Ils venaient à peine de se rencontrer et ne se connaissaient pas encore depuis très longtemps. Pourtant, l'impression qu'elle avait de lui ne correspondait absolument pas à celle du prince sanguinaire dont tout le monde parlait. Il ressemblait davantage à un véritable gentleman. Carolina le remercia et s'excusa pour le dérangement. Cependant, Edward lui répondit que c'était plutôt à lui de s'excuser de ne pas avoir pu lui fournir une voiture digne de ce nom. Une fois que Carolina se sentit mieux, Garcia commença à leur expliquer les projets à venir. Tout d'abord, concernant leurs fiançailles et l'annonce de leur mariage, il prévoyait de faire une grande annonce lors des festivités de la fête du fondateur, qui aurait lieu dans 2 semaines. De plus, le mariage aurait lieu 2 semaines après cet événement, soit dans environ 1 mois. En entendant cela, Carolina fut quelque peu bouleversée. Elle se demanda si une personne comme elle pourrait réellement réussir à tout accomplir en si peu de temps. Cependant, elle avait déjà décidé qu'elle ne fuirait plus. Il ne serait pas trop tard pour se lamenter sur son sort après avoir au moins essayé sincèrement. Elle promit donc de faire absolument tout son possible. Ils installèrent leur campement pour la nuit, et l'un des chevaliers vint présenter ses excuses à Carolina. Il imaginait qu'il ne devait pas être agréable pour une noble de devoir camper ainsi en pleine nature. Il avait suggéré à Edward et à Garcia qu'elle puisse au moins passer la nuit dans une auberge en ville. Mais Garcia avait rejeté cette proposition, affirmant que cela comportait trop de risques. Carolina apprécia son attention et lui demanda son nom. Le chevalier se présenta sous le nom de Colette et se sentit profondément honoré qu'elle ait pris la peine de le lui demander. Soudain, les chevaliers furent appelés à se rassembler après que plusieurs bandits eurent été repérés près de la clairière située au sud. Alors que tout le monde prenait position, Colette demanda à Carolina de rester à l'intérieur de la voiture avant de dégainer son épée et de se précipiter au combat. Les bandits firent pleuvoir une véritable pluie de flèches sur eux. L'une d'elles parvint à briser la vitre de la voiture, et la peur envahit Carolina. Elle se demanda si elle allait mourir ici, sans avoir accompli son devoir, ni jamais pu rendre à son père tout ce qu'il avait fait pour elle. Alors que les flammes engloutissaient la voiture des 2 côtés, elle crut que sa fin était arrivée. Carolina espéra que son père lui pardonnerait d'avoir été une fille aussi insolente. Soudain, Edward ouvrit violemment la portière. Il refusait de la laisser se résigner ainsi à la mort. Après tout, elle était sa future épouse. Il la porta hors de la voiture et lui expliqua que la magie de feu qu'il avait utilisée pour la protéger avait été plus puissante qu'il ne l'avait prévu, provoquant ainsi la propagation des flammes jusqu'à la voiture. Peu après, l'un des chevaliers vint l'informer que Colette avait été grièvement blessée. Sous la tente, Ron faisait tout son possible pour le sauver. Il utilisait des techniques d'hémostase ainsi que de la magie de guérison, mais le saignement refusait de s'arrêter.
Edward lui demanda de continuer pendant qu'il irait chercher de l'aide. Il demanda également à Carolina de rester sur place, car cette tente était la seule protégée par une barrière. Cependant, même s'il ne voulait pas qu'elle assiste à une scène aussi terrible, estimant qu'elle était encore bien trop jeune, Carolina lui répondit qu'elle souhaitait faire face à la blessure de Colette et rester à ses côtés jusqu'au bout. Elle refusait de détourner le regard. Edward accepta finalement sa décision avant de quitter la tente. Carolina se mit alors à prier de toutes ses forces, implorant quiconque pouvait l'entendre de sauver la vie de Colette. Soudain, une éclatante lumière verte envahit toute la tente, stupéfiant même le médecin. Il semblerait que les prières de Carolina aient atteint quelqu'un. Même la magie de Ron n'aurait normalement pas dû être capable de guérir une blessure aussi grave. C'est ainsi que nous découvrons que Carolina est en réalité la sainte du royaume, et qu'elle était depuis le début bien supérieure à sa sœur. Lorsque Edward revint, Colette s'était complètement rétablie. Ron lui-même ne comprenait pas exactement ce qui s'était passé, mais il expliqua qu'au moment où Carolina avait commencé à prier, les blessures de Colette s'étaient soudainement mises à guérir. Carolina affirma pourtant qu'elle n'y était pour rien, puisqu'elle ne possédait aucun pouvoir magique. C'était du moins le diagnostic qu'elle avait reçu lorsqu'elle avait passé un test d'aptitude magique durant son enfance. Plus tard, Edward la remercia d'être restée auprès de Colette sans détourner le regard. Au départ, il l'avait prise pour une fragile fille de duc, élevée dans le luxe, persuadé qu'elle n'aurait pas la force d'assister aux derniers instants d'un homme. Il s'excusa donc de l'avoir mal jugée. Personne n'avait jamais dit quelque chose de pareil à Carolina. Cela ne fit que renforcer sa conviction qu'Edward était un homme incroyablement gentil. En réalité, c'était elle qui l'avait mal jugé. Carolina accepta ses excuses et lui demanda de relever la tête. Un prince ne devait pas s'incliner aussi facilement. De retour sous la tente, Edward informa Garcia qu'il avait envoyé Carolina dans une autre tente. Il ajouta que les bandits restants avaient été remis aux gardes-frontières en route vers la capitale impériale. Il ne devrait donc plus y avoir de risque d'une nouvelle attaque. Quant à Colette, son état était stable, mais sa tension artérielle restait extrêmement basse, probablement à cause de l'importante quantité de sang qu'il avait perdue. Garcia et Edward convinrent donc qu'ils devaient voyager dans la voiture. Cependant, Théo trouvait un peu étrange que Carolina et Colette voyagent ensemble dans la même voiture. Malheureusement, aucune grande voiture n'était disponible. Edward avait brûlé celle destinée aux nobles. Il expliqua toutefois qu'à cet instant, il avait ressenti une soudaine montée de puissance qu'il n'avait pas réussi à contrôler correctement. Garcia affirma avoir ressenti exactement la même chose. Les pouvoirs de plusieurs autres chevaliers étaient également devenus incontrôlables sous l'effet de cette mystérieuse influence. Il fallait aussi enquêter sur le pouvoir qui avait guéri Colette, car celui-ci semblait être de nature similaire. Concernant le problème du transport, Edward décida finalement que Carolina monterait à cheval avec lui. Le lendemain, leur voyage reprit. Edward proposa de ralentir si le trajet était trop difficile pour Carolina, mais celle-ci se sentait parfaitement bien dans ses bras. À cet instant, ils atteignirent la frontière de l'Empire de Malquois. Peu après, ils franchirent la frontière et arrivèrent dans la capitale impériale de Malquois. À ce moment-là, Colette s'était déjà remise sur pied, et Carolina et Edward quittèrent leurs chevaux pour remonter dans la calèche. Leur voyage, qui leur avait semblé à la fois si long et si court, allait bientôt prendre fin. Edward lui proposa de refaire un autre voyage ensemble un jour, si cela ne la dérangeait pas, car il avait beaucoup apprécié celui-ci. Carolina lui répondit avec enthousiasme qu'elle aimerait beaucoup repartir en voyage avec lui et découvrir de nouveaux paysages à ses côtés. Peu après, Edward et Carolina se retrouvèrent devant Sa Majesté impériale, Éric Ruby Martinez. Il est connu comme le plus puissant épéiste mage qui soit, un redoutable guerrier ayant repoussé d'innombrables ennemis grâce à sa maîtrise de la foudre, une forme avancée de magie du feu. Il est surnommé l'Empereur de la Foudre, un titre inspiré à la fois de sa magie emblématique et de son rang. À ses côtés se trouve l'actuelle impératrice, Vanessa Ruby Martinez. Elle est l'une des rares personnes capables de maîtriser la magie de glace, un talent exceptionnel même à l'échelle mondiale. Elle est connue sous le surnom de sorcière de givre. Autrefois, l'impératrice Vanessa repoussa un puissant monstre afin de sauver son peuple. C'est grâce à cet exploit qu'elle gagna le cœur de ses sujets. Debout devant eux, Carolina avait mal au ventre tant elle était nerveuse.
Voyant son inquiétude, Édouard la rassura en lui disant que tout se passerait bien. Ils saluèrent tous les deux avec respect. L'empereur Éric félicita son fils et accueillit également Carolina à bras ouverts. Il l'invita ensuite à déjeuner avec eux, souhaitant faire davantage connaissance avec la future épouse de son fils. À l'extérieur, ils prirent place autour d'une table. Tous les regards étaient tournés vers Carolina. Pendant le trajet, anticipant qu'une telle situation pourrait se produire, elle avait demandé à Théodore de lui enseigner les bonnes manières à table. Elle craignait qu'on ne la renvoie dans son pays si elle commettait la moindre erreur. Remarquant que Carolina ne mangeait que des légumes, Vanessa lui demanda si les autres plats n'étaient pas à son goût. Carolina n'avait pourtant pas de préférence particulière, ni d'aliments qu'elle détestait. Elle avait simplement un peu trop mangé au petit déjeuner. L'impératrice lui demanda alors de ne pas hésiter à parler si quelque chose lui déplaisait ou si elle préférait prendre son repas à l'intérieur. Et si le problème venait d'eux, ils feraient tout leur possible pour y remédier. Éric l'encouragea lui aussi à exprimer librement ce qu'elle ressentait. Après tout, à partir de maintenant, elle allait faire partie de leur famille. Carolina n'arrivait pas à croire qu'ils la considéraient déjà comme un membre de leur famille. Elle se trouvait vraiment stupide d'avoir eu si peur devant des personnes aussi bienveillantes. Elle avoua donc qu'elle se sentait nerveuse parce qu'ils ne cessaient de la regarder, puis s'excusa de les avoir inquiétés. Mais l'empereur ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de la regarder, car Carolina allait devenir sa précieuse fille. Il voulait pouvoir bien l'observer. Après tout, il n'avait toujours eu que des garçons. Même l'impératrice ne pouvait cacher sa joie à l'idée d'avoir enfin une fille. Elle trouvait les yeux de Carolina magnifiques, tout comme les cheveux d'Éric et d'Édouard. Dans leur pays, le rubis revêt une signification toute particulière. Le premier empereur avait donné ce nom au lion royal, afin que la famille impériale puisse, elle aussi, recevoir la bénédiction du rubis. Vanessa estima qu'il s'agissait du destin et proposa que l'alliance de mariage soit également ornée d'un rubis. Submergée par l'émotion devant tant de paroles bienveillantes, Carolina eut les larmes aux yeux. Après avoir été conduite dans sa chambre, Carolina fut présentée à sa servante, Marissa, ainsi qu'à son garde du corps, Owen. Owen était membre de l'ordre des chevaliers de Pyreborn et également le deuxième fils d'un baron. Garcia lui annonça ensuite que ses leçons commenceraient dès le lendemain. En voyant la lueur dans ses yeux, Carolina eut le sentiment que quelque chose d'effrayant l'attendait. La personne chargée d'enseigner à Carolina l'étiquette et les bonnes manières n'était autre que l'impératrice Vanessa. C'était la première fois qu'elle enseignait à quelqu'un, mais elle comptait faire de son mieux. Peu après, elle décida que la leçon était terminée pour la journée, au grand soulagement de Carolina. Vanessa estima qu'elle avançait peut-être trop vite. Elle s'était laissée emporter parce que Carolina apprenait extrêmement rapidement. Carolina avait une très bonne mémoire, mais ce qui était véritablement admirable chez elle, c'était son immense désir d'apprendre. Vanessa ne doutait absolument pas qu'elle était une élève brillante. Le lendemain, Carolina était prête à poursuivre les leçons de Garcia. Il lui annonça qu'Edward participerait lui aussi au cours du jour, et, à sa grande surprise, il était déjà assis dans la salle de classe. La leçon du jour portait sur la magie. Garcia demanda à Carolina quand elle avait passé son dernier test d'aptitude magique. Elle répondit qu'elle ne l'avait passé qu'une seule fois, lorsqu'elle était enfant. Le fait de posséder ou non un pouvoir magique, ainsi que l'affinité avec certains attributs magiques, était inné. On disait que tout cela était déterminé dès la naissance. Cependant, Garcia affirma qu'il s'agissait d'une grande idée reçue. En effet, les pouvoirs magiques durant l'enfance sont extrêmement instables et sujets à de nombreuses fluctuations. C'est pourquoi, dans l'empire de Malcosia, tout le monde est obligé de passer un test d'aptitude magique à l'âge de 5 ans, puis une nouvelle fois à 16 ans. Garcia conseilla à Carolina d'envisager de passer un nouvel examen une fois que les choses se seraient calmées après la fête du jour du fondateur et le mariage. Peut-être y avait-il encore de l'espoir pour elle. Cela dit, même parmi les utilisateurs de magie, certains étaient incapables de contrôler correctement leur pouvoir et provoquaient des accidents, comme mettre involontairement le feu à une calèche. Garcia faisait clairement allusion à Edward. Quoi qu'il en soit, Garcia devait découvrir l'origine de cette force mystérieuse. Un autre phénomène étrange avait également attiré son attention. Il n'avait rencontré aucun monstre sur le chemin du retour après leur expédition. Carolina demanda s'il rencontrait souvent des monstres. Elle quittait rarement la capitale royale ou le territoire du duc,
si bien qu'elle n'avait encore jamais vu de monstre sauvage. Edward et Garcia n'en crurent pas leurs oreilles. Apparemment, il n'y avait même aucun monstre dans les environs de la capitale royale ou sur le territoire du duc, bien que certains monstres destinés à devenir des animaux de compagnie soient parfois vendus aux enchères. Carolina avait toutefois entendu parler d'incidents impliquant des monstres avant sa naissance. Mais de nos jours, de tels incidents étaient devenus pratiquement inexistants. Garcia pensait qu'il s'agissait d'une bénédiction accordée par le pouvoir de la sainte. Alors que Carolina quittait la salle après le cours, Owen fit remarquer qu'il était rare de voir Edward, qui détestait étudier, assister volontairement à une leçon. Selon les rumeurs, lorsqu'il était enfant, Edward s'échappait constamment de ses cours pour aller s'entraîner à l'épée. Owen supposa alors que le commandant avait dû tricher lors de l'examen obligatoire. C'est à ce moment-là que Colette apparut derrière lui, et Carolina fut ravie de le revoir. Colette avertit alors Owen que, s'il ne faisait pas attention, il pourrait facilement être accusé de crime de lèse-majesté. Les deux hommes commencèrent aussitôt à se disputer. À cet instant, Owen sentit qu'un assassin s'apprêtait à tirer sur Carolina et lui cria de se baisser. Heureusement, son bouclier magique bloqua le projectile juste à temps. Lorsque Carolina rouvrit les yeux, elle était complètement terrifiée.